Sous la rubrique du Collège des Ondes, littérature française, nous allons entendre la première de 3 causeries de M. Antoine Adam, professeur à la Sorbonne, sur Alfred de Musset. Les vers de Musset seront dits par Jean Topard. Nous donnons la parole à M. Antoine Adam. Je dois vous entretenir aujourd'hui d'Alfred de Musset. Mais les comédies et proverbes, tout le théâtre restera hors de notre propos. Ce sera avec regret que je ne vous en parlerai pas, car aujourd'hui, c'est par son théâtre que Musset reste vivant parmi nous. C'est avec Fantasio, avec les caprices de Marianne, on ne badine pas avec l'amour, qu'il continue de nous enchanter. Et nous ne croyons plus du tout que le chef-d'œuvre du théâtre romantique, ce soit Hernani ou Ruy Blas. Nous savons bien que Lorenzaccio est le seul drame de notre littérature qu'il soit possible de rapprocher du théâtre de Shakespeare. Mais de son temps, Musset fut considéré avant tout comme un poète, et comme un poète lyrique. La jeunesse romantique le mettait volontiers au-dessus de Victor Hugo lui-même. Elle retrouvait en lui, d'une manière plus forte, j'allais dire plus brutale, ses inquiétudes, ses violences, ses paroxysmes. Elle admirait son manque de respect. Elle l'applaudissait de se moquer de toutes les idoles et d'avoir écrit Namouna. Puis, vers 1860, cette admiration tomba brusquement, sinon dans le grand public, du moins parmi les poètes. L'exemple de Baudelaire d'abord, puis de Mallarmé, certains jugements très sévères de Lecomte de Lisle apprirent aux nouvelles générations à dédaigner les élans, les épanchements lyriques, les confidences rimées. On fit grief à Musset d'avoir étalé son cœur sans pudeur devant le public. Avouons qu'aujourd'hui, nous avons quelque peine à partager les admirations qui saluèrent à leur apparition Rolla ou l'espoir en Dieu. Mais souvenons-nous aussi que Verlaine, à la fin de sa vie, était revenu de cette sévérité et qu'un juge très sévère, Marcel Proust, nous avertit qu'il faudra un jour reviser le procès de Musset poète et que nous trouverons en lui des beautés insoupçonnées. Il était né en 1810, c'est-à-dire qu'il était bien plus jeune que les grands romantiques, que Lamartine, par exemple, qu'il avait 8 ans de moins que Victor Hugo, 13 ans de moins que Vigny. Lorsqu'il commence à écrire des vers, le romantisme n'est déjà plus le même qu'au moment où ces autres poètes faisaient leur début. Et ce n'est plus la même jeunesse qui parle. Ces jeunes gens, pour qui Musset va écrire ses vers, viennent de lire les orientales de Victor Hugo. Ils y ont admiré des débauches alors inouïes de couleurs, des feux d'artifice d'images, des jeux de rimes éclatantes et d'enjambements extravagants. Ils viennent de lire le théâtre de Clara Gazul de Mérimée, où s'expriment des passions furieuses, où l'amour aboutit si facilement au meurtre, où la morale est à chaque scène bafouée. Ils sont surtout nourris de Byron, du Corsaire, de Lara, de Caïn. Et Musset se fait dans les contes d'Espagne et d'Italie, publiés en janvier 1830, l'interprète de cette jeunesse. Si nous en avions le temps, il nous faudrait lire ensemble des parties au moins de Don Paez,
Une histoire à la fois très espagnole et très romantique. Deux hommes, dont Paez et dont Héture, se battent pour une femme, Juana. Héture est tué. Don Paez boit un filtre que lui donne une épouvantable sorcière, et grâce à lui, il trouve la force de tuer l'infidèle Juana et de mourir avec elle. Nous lirions aussi, sur un tout autre registre, les dialogues amusants de la Camargo et de l'abbé Hannibal Desiderio dans Les Marrons du Feu. Mais l'œuvre tout à fait caractéristique de ce Musset des débuts, c'est Mardoche. C'est là que l'on saisit le mieux les divers aspects de Musset, sa frénésie, son irrespect, sa volonté d'étonner et de scandaliser, une sorte de gaminerie dans la violence. Écoutez ce début. J'ai connu l'an dernier un jeune homme nommé Mardoche, qui vivait nuit et jour enfermé. Ô prodige, il n'avait jamais lu de sa vie le journal de Paris, ni n'en avait envie. Il n'avait vu ni Kean, ni Bonaparte, ni Monsieur de Metternich. Quand il avait fini de souper, se couchait. Précisément à l'heure où, quand par le brouillard la chatte rôde et pleure, Monsieur Hugo va voir mourir Phébus le blond. Vous dire ses parents, cela serait trop long. Bornez-vous à savoir qu'il avait la pucelle d'Orléans pour aïeul en ligne maternelle. D'ailleurs, son compagnon, compère et confident, était un chien anglais, bon pour l'œil et la dent. Cet homme ainsi reclus vivait en joie. À peine le spleen le prenait-il 4 fois par semaine. Pour ses moments perdus, il les donnait parfois à l'art mystérieux de charmer par la voix. Les muses visitaient sa demeure cachée, et quoiqu'il fît rimer idée avec fâché, on le lisait. C'était du reste un esprit fort. Il eût fait volontiers d'une tête de mort un falot, et mangé sa soupe dans le crâne de sa grand-mère. Au fond, il estimait qu'un âne, pour Dieu qui nous voit tous, est autant qu'un ânier. Peut-être que n'ayant pour se désennuyer qu'un livre, c'est le cœur humain que je veux dire, il avait su trop tôt et trop avant y lire. C'est un grand mal d'avoir un esprit trop hâtif. Il ne dansait jamais au bal par ce motif. Permettez-moi de revenir sur certains de ces vers que vous venez d'entendre lire. Ils demandent quelques commentaires. Voici par exemple ceci. Précisément à l'heure où, quand par le brouillard la chatte rôde et pleure, Monsieur Hugo va voir mourir Phébus le blond, vous dire ses parents, cela serait trop long. Ces vers ne prennent tout leur relief que lorsque nous savons qu'à cette époque, Musset fréquente assidûment le cénacle de Hugo. Il a fait partie de ce groupe de jeunes gens qui accompagnaient le poète lorsqu'il gravissait les tours de Notre-Dame ou lorsqu'il allait regarder le soleil se coucher à l'ouest de Paris. Or, pendant qu'autour de lui, on admire et un peu surcommande, Musset est resté sceptique. Il sent ce qu'il y a d'artificiel dans cet enthousiasme tout romantique. Et lui, ce jeune homme, le plus jeune de tous, a un esprit critique plus éveillé, si bien que déjà en 1830, nous sentons qu'il ne restera pas longtemps fidèle au cénacle de Hugo. De même, notez bien, dans le 2e dizain, ces vers. Les muses visitaient sa demeure cachée, et quoiqu'il fît rimer idée avec fâché, on le lisait. Nous avons une lettre de Musset à son oncle Deslauriers, qui est un singulier commentaire de ces vers. Il écrit ceci. « Tu verras des rimes faibles. J'ai eu un but en le faisant. Il était important de se distinguer de cette école rimeuse qui a voulu reconstruire et ne s'est adressée qu'à la forme, croyant rebâtir en replâtrant. Par conséquent, Mardoche, c'est bien Musset. C'est Musset qui se moque, là encore, du cénacle,
car l'école rimeuse, c'est l'école des orientales, c'est l'école de Victor Hugo et de tout son groupe. Et vous le voyez, Musset se moque déjà. Lisons la suite de Mardoche. Mardoche a une maîtresse, mais il ne sait où cacher ses amours. Or, il a un oncle qui est curé de Meudon, et il a la singulière idée de demander à son oncle de le recevoir, lui et sa maîtresse, dans son presbytère. L'oncle pousse naturellement des cris, et Mardoche lui annonce froidement que s'il refuse de l'accueillir, il se tuera devant lui. Écoutez la suite. Et le rustre la guette. Eh bien, dit le bedeau, puis-je l'en empêcher? Vous avez un très beau lit à rideaux bleu ciel, monsieur. Un presbytère n'est pas suspect. Jamais, dit le vieillard. Bon père, dit l'autre, je n'ai pas si peu de temps vécu qu'au premier jour d'ennui, je crois une vertu de partir. En parlant ainsi, l'ami Mardoche tirait tout bas un long pistolet de sa poche. Portez la main sur vous, mon fils, dit le chrétien. En êtes-vous donc là? Ne croyez-vous à rien? Révérend, répondit Mardoche, je m'ennuie. Shakespeare, dans Hamlet, dit qu'on tient à la vie parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit voir après. Ces vers me semblent beaux, mais il serait plus vrai s'il disait qu'on y tient parce qu'une cervelle a peur d'un pistolet qui s'applique sur elle, pour la faire craquer et sauter d'un seul bond comme un bouchon de vin de champagne au plafond. Je ne suis pas douillet. Un suicide, on se damne, mon fils. Nous n'avons pas, dit Mardoche, le crâne fait de même. Attendez du moins jusqu'à demain, mon fils, et retirez ceci de votre main. Songez-y donc. Chez moi, dans ma chambre, une femme. Mon enfant, un suicide. Ah, songez à votre âme. Henri VIII, révérend, dit Mardoche, fut veuf de 7 reines, tua 2 cardinaux, 19 évêques, 13 abbés, 500 prieurs, 61 chanoines, 14 archidiacres, 50 docteurs, 12 marquis, 310 chevaliers, 29 barons chrétiens et 6 vins roturiers. Moi, je n'en tuerai qu'un, révérend. Mais de grâce, parlez et dites-nous ce qu'il vous plaît qu'on fasse. Qu'on fasse, dit le prêtre, et l'enfer, mon cher fils, l'enfer. Monsieur, reprit Mardoche, je ne puis répondre là-dessus, n'ayant eu pour nourrice qu'une chèvre. Le bout de l'arme tentatrice brillait en plein soleil. Eh bien, je le veux bien, s'écria le vieillard, mais vous n'en direz rien. Sur votre foi, mon fils, songez à ce qu'on pense. Touchez-la, dit Mardoche, et Dieu vous récompense. Vous comprenez bien que Musset n'est pas sérieux. Or, il ne l'était pas davantage lorsqu'il écrivait, lorsqu'il rimait son extravagante ballade à la lune. L'œuvre est célèbre. Elle eut en 1830 un succès que nous nous représentons difficilement. On crut que c'était une poésie nouvelle qui se découvrait. Mais Musset n'était pas sérieux. Écoutez-le. C'était dans la nuit brune, sur le clocher jauni, la lune comme un point sur un nid. Lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil dans l'ombre ta face et ton profil. Es-tu l'œil du ciel borgne? Quel chérubin cafard nous lorgne sous ton masque blafard? N'es-tu rien qu'une boule, qu'un grand faucheux bien gras qui roule sans pattes et sans bras? Es-tu, je t'en soupçonne, le vieux cadran de fer qui sonne l'heure aux damnés d'enfer? Sur ton front qui voyage, ce soir ont-ils compté quel âge a leur éternité? Est-ce un ver qui te ronge quand ton disque noirci s'allonge en croissant rétréci? Qui t'avait éborgné l'autre nuit? T'étais-tu cogné à quelque arbre pointu? Car tu vins, pâle et morne, coller sur mes carreaux ta corne
à travers les barreaux. Si vous voulez avoir une idée de l'épouvante qu'inspira la Ballade à la lune, c'était un temps où les Français s'épouvantaient devant une poésie. Lisons cet article du Globe. Le Globe était une revue romantique, mais d'un romantisme sage. Et voici ce qu'il dit. Il existe un parti avancé, pour qui M. Hugo est presque stationnaire, M. de Vigny classique et M. de Musset le seul grand poète de la France. Vous remarquerez en passant que cet article confirme ce que je vous disais tantôt, qu'à un certain moment, Musset apparut le grand poète romantique, le poète romantique par excellence et au-dessus de Victor Hugo. Et le Globe continue. Deux choses étonnent et choquent d'abord dans les poésies de M. de Musset. La laideur du fond et la fatuité de la forme. La nouvelle école, c'est-à-dire l'école romantique, l'école de Victor Hugo, rompt les vers. M. de Musset les disloque. Elle emploie les enjambements, il les prodigue. Les marrons du feu révoltent et dégoûtent. Mardoche semble écrit par un fou. Voilà, toute vive, la réaction d'un certain public devant les contes d'Espagne et d'Italie. Les 2 années qui suivirent sont dominées, pour Musset, par la querelle romantique. Et déjà, vous avez pu deviner que Musset s'éloignera de Victor Hugo, qu'il s'éloignera de toutes les écoles, de tous les partis, et qu'il va choisir de rester un isolé. La rupture définitive se produisit en 1832 lorsqu'il publia La coupe et les lèvres, avec une longue dédicace en vers qui est comme son art poétique. Il croit à cette époque, et il le dit, il croit à l'inspiration. Et vous allez entendre, tiré de cette dédicace, une très belle page sur l'inspiration poétique, sur ses élans, sur ses doutes. Voici, mon cher ami, ce que je vous dédie. Quelque chose approchant comme une tragédie, un spectacle. En un mot, 4 mains de papier. J'attendrai là-dessus que le diable m'éveille, il est sain de dormir, ignoble de bâiller. J'ai fait 3000 vers. Allons, c'est à merveille. Baste, il faut s'en tenir à sa vocation. Mais quelle singulière et triste impression produit un manuscrit. Tout à l'heure, à ma table, tout ce que j'écrivais me semblait admirable. Maintenant, je ne sais. Je n'ose y regarder. Au moment du travail, chaque nerf, chaque fibre tressaille comme un luth que l'on vient d'accorder. On n'écrit pas un mot que tout l'être ne vibre. Soit dit sans vanité, c'est ce que l'on ressent. On ne travaille pas, on écoute, on attend. C'est comme un inconnu qui vous parle à voix basse. On reste quelquefois une nuit sur la place sans faire un mouvement et sans se retourner. On est comme un enfant dans ses habits de fête qui craint de se salir et de se profaner. Et puis, enfin, on a mal à la tête. Quel étrange réveil! Comme on se sent boiteux, comme on voit que Vulcain vient de tomber des cieux. C'est l'effet que produit une prostituée quand le corps assouvi, l'âme s'est réveillée, et que, comme un vivant qu'on vient d'ensevelir, l'esprit lève en pleurant le linceul du plaisir. Pourtant c'est l'opposé, c'est le corps, c'est l'argile, c'est le cercueil humain, un moment entr'ouvert, qui, laissant retomber son couvercle débile, ne se souvient de rien, sinon qu'il a souffert. Mais s'il n'y a pas de règle, si chaque poète doit obéir à une sorte de loi intérieure, que vaudra donc la critique? La critique qui prétend fixer la valeur d'une poésie d'après des règles générales. La réponse de Musset est très nette. Sa profession de foi est sans embâche. Il n'admet ni autorité, ni règle, il ne veut connaître que le génie personnel. Je ne fais pas grand cas, pour moi, de la critique.
Toute mouche qu'elle est, c'est rare qu'elle pique. On m'a dit l'an passé que j'imitais Biron. Vous qui me connaissez, vous savez bien que non. Je hais comme la mort l'état de plagiaire. Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre. C'est bien peu, je le sais, que d'être homme de bien. Mais toujours est-il vrai que je n'exhume rien. Je ne me suis pas fait écrivain politique, n'étant pas amoureux de la place publique. D'ailleurs, il n'entre pas dans mes prétentions d'être l'homme du siècle et de ses passions. C'est un triste métier que de suivre la foule et de vouloir crier plus fort que les meneurs pendant qu'on se raccroche au manteau des traîneurs. Vous me demanderez si j'aime ma patrie. Oui. J'aime fort aussi l'Espagne et la Turquie. Je ne hais pas la Perse. Et je crois les hindous de très honnêtes gens qui boivent comme nous. Mais je hais les cités, les pavés et les bornes, tout ce qui porte l'homme à se mettre en troupeau pour vivre entre deux murs et quatre faces mornes, le front sous un moellon, les pieds sur un tombeau. Vous me demanderez si j'aime la sagesse. Oui. J'aime fort aussi le tabac fumé. J'estime le Bordeaux, surtout dans sa vieillesse. J'aime tous les vins francs, parce qu'ils font aimer. Mais je hais les cafards, et la race hypocrite des tartuffes de mœurs, comédiens insolents qui mettent leur vertu en mettant leurs gants blancs. Le diable était bien vieux lorsqu'il se fit ermite. Je le serai si bien quand ce jour-là viendra, que ce sera le jour où l'on m'enterrera. La même profession de foi, la même révolte contre toutes les disciplines, contre les disciplines morales, contre les disciplines esthétiques. Cette même révolte apparaît dans un poème intitulé Namouna, qu'il bâcla à la fin de l'automne 1832. Poésie véritablement de laisser aller et qui parfois nous choque par les rimes insuffisantes, par le rythme désarticulé, mais où nous sentons une véritable verve. Écoutons. J'aime surtout les vers, cette langue immortelle. C'est peut-être un blasphème, et je le dis tout bas, mais je l'aime à la rage. Elle a cela pour elle que les sots d'aucun temps n'en ont pu faire cas, qu'elle nous vient de Dieu, qu'elle est limpide et belle, que le monde l'entend et ne la parle pas. Eh bien, sachez-le donc, vous qui voulez sans cesse mettre votre scalpel dans un couteau de bois, vous qui cherchez l'auteur à de certains endroits, comme un amant heureux cherche dans son ivresse sur un billet d'amour les pleurs de sa maîtresse et rêve en le lisant au doux son de sa voix. Sachez-le, c'est le cœur qui parle et qui soupire lorsque la main écrit. C'est le cœur qui se fond, c'est le cœur qui s'étend, se découvre et respire comme un gai pèlerin sur le sommet d'un mont. Et puissiez-vous trouver, quand vous en voudrez rire, à dépecer nos vers le plaisir qu'ils nous font. Qu'importe leur valeur, la muse est toujours belle, même pour l'insensé, même pour l'impuissant, car sa beauté pour nous, c'est notre amour pour elle. Mordez et croissez, corbeaux, battez de l'aile, le poète est au ciel, et lorsqu'en vous poussant, il vous y fait monter, c'est qu'il en redescend. Exercez-vous, débrouillez la quenouille, essoufflez-vous à faire un bœuf d'une grenouille. Avant de lire un livre et de dire « j'y crois », analysez la plaie et fourrez-y les doigts. Il faudra de tout temps que l'incrédule y fouille pour savoir si son Christ est monté sur la croix. Et depuis quand un livre est-il donc autre chose que le rêve d'un jour qu'on raconte un instant, un oiseau qui gazouille et s'envole, une rose qu'on respire et qu'on jette et qui meurt en tombant, un ami qu'on aborde, avec lequel on cause, moitié lui répondant et moitié l'écoutant. Le meilleur commentaire que je puisse vous donner de la Mouna, ce sera Alfred de Musset lui-même qui va le faire. Encore une fois dans une lettre à cet oncle qui était son confident.
nous discutons beaucoup, écrit-il. Je trouve même qu'on perd trop de temps à raisonner et à épiloguer. Et cette phrase, si caractéristique, chacun de nous a dans le ventre un certain son qu'il peut rendre. Nous sentons d'ailleurs que cet individualisme radical de la poésie de Musset, il a été aidé à le dégager dans la compagnie d'un certain nombre d'hommes de très grand esprit qu'il fréquenta alors. Il a certainement rencontré Stendhal, et il semble qu'il faille rapprocher l'individualisme de Musset et l'égotisme de Stendhal. Il fréquentait beaucoup un autre individualiste, un dandy, le peintre Delacroix. C'est dans ce monde d'hommes d'esprit auquel nous adjoindrons Mérimée, c'est dans ce groupe que Musset a véritablement conquis alors sa personnalité. Et voilà Musset avant 1832. Voilà du moins l'image que se faisaient de lui ses contemporains, l'image que lui-même d'ailleurs avait voulu leur donner. Car vous sentez bien qu'il existe un autre Musset, un Musset secret, le Musset des troubles du cœur, le Musset d'une sensibilité trop vive et trop douloureuse. Et c'est de celui-là que je vous entretiendrai dans la prochaine causerie. Nous venons d'entendre la première de 3 causeries de M. Antoine Adam, professeur à la Sorbonne, sur Alfred de Musset. Les vers de Musset étaient dits par Jean Topard.